Cette magnifique MX5 NDRF a déjà le plumage, il ne lui manque plus que le ramage et on s'en occupe dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue chez Gamma Speed Shop. Salut à tous. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va une fois de plus parler MX5 et MX5 ND. On vous a précédemment parlé de toutes les préparations qu'il est possible de faire sur MX5 ND et plus particulièrement les kits qui viennent de chez BBR dont on vous a aussi parlé dans la vidéo précédente que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Sur quoi on travaille aujourd'hui? On travaille déjà sur une très belle MX5, on l'a dit, mais déjà c'est un modèle RF, donc ils sont pour moi esthétiquement les modèles les plus réussis, même si j'ai moi-même en perso une ND soft top, donc je suis mal passé pour parler. Pour toi, je sais pas ce que t'en dis, mais pour moi, c'est les plus belles, clairement. Ah, elles sont sublimes. Pour ceux qui sont pas spécialement fans du cabriolet, ce qui est clairement mon cas, on a vraiment ce petit coupé sportif avec cette espèce de fastback. Moi, je les trouve absolument magnifiques. Quand la RF est sortie, ça a vraiment été le coup de foudre directement, quoi. Alors, ce qui vraiment fait sortir cette RF du lot, c'est vraiment sa couleur. On oscille entre le bleu et le violet au soleil. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Non, malheureusement. C'est vraiment très réussi. Et pour le coup, c'est difficile de voir que c'est un covering. Clairement. On dirait vraiment que c'est une peinture. Il y a peut-être ce manque de profondeur qu'on aura avec un vernis, mais sinon, ça reste très très bien réalisé, c'est très propre. Et ça permet finalement d'avoir à moindre coût un changement de teinte et d'avoir quelque chose qui nous plaît plus qu'une couleur un petit peu, on va dire un peu passe-partout du gris d'origine. Bien sûr. Et qui peut toujours s'enlever le jour où on a envie de changer de couleur ou qu'on veut revenir à l'origine. C'est totalement faisable. En tout cas, ça a été très bien fait. Et avec cet intérieur chocolat, la config bleu nuit et cet intérieur, ça lui va vraiment très très bien. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est vraiment très très cohérent avec l'extérieur. Surtout qu'on a la sono Bose aussi. Pour le coup, cet exemplaire a entre 30 et 40 000 km. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très propre. Non, vraiment, on a quelque chose de très très cohérent. On a une très belle base, très saine, absolument magnifique. On l'a pas dit, mais elle est totalement d'origine. Hein. Clairement, à part ce covering, les jantes en 17 qui sont d'origine, la hauteur qui est d'origine, elle n'a pas de ressort court, amortisseur Bilstein, rien du tout. Elle est vraiment tout ça. Full stock. On peut avoir des modèles de MX5 qui ont des configs très sportifs, très agressifs, plutôt typés circuit, drift ou grip ou autre. Et des modèles comme celui-ci qui sont vraiment typés élégance, classe. Et pour le coup, j'apprécie de plus en plus ces modèles-là. Je pense que tu te fais vieux. Ouais, clairement. Ça doit jouer aussi. Ça doit jouer. Ça doit jouer aussi. C'est vrai que quand on a 20 ans, on a envie d'une voiture qui est posée par terre et qui racle le sol. Bruyante. Qu'on se fait remarquer. Et c'est vrai que plus on vieillit, et plus on apprécie des modèles qui vont moins attirer l'œil, mais qui vont attirer l'œil d'un public avisé. Bon, côté esthétique, je pense qu'on a fait le tour. On est sur un exemplaire qui est vraiment magnifique et très cohérent. On va peut-être passer à la partie qui nous intéresse aujourd'hui, le moteur. On est parti. Sur MX5 ND, il existe donc 3 moteurs différents. Le 1,5 litre 131, le 2 litres 160 sur ND1. À partir du ND2, le 2 litres passe en 184 chevaux et change du tout au tout. Ça sera l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Et sur la ND1, le 2 litres 160, c'est surtout le moteur qui a été pensé pour l'Europe et pour l'Amérique du Nord, parce qu'il faut savoir, la MX5, elle a été vraiment pensée autour du 1,5 litre à la base. Au Japon, on n'avait que le 1,5 litre qui était disponible sur les ND. Je crois qu'il y a eu quand même quelques 2 litres 160 sur RF, mais vraiment que sur RF. En tout cas, la grande majorité des ND au Japon n'ont pas du tout eu le 2 litres 160. Le 2 litres 160 a été pensé pour les marchés européens et nord-américains, parce que clairement, Mazda US a dit à Mazda Japon, le 1,5 litre ne se vendra pas aux USA. Voilà, ils sont habitués à des moteurs plus gros, avec plus de couple, des véhicules qui reprennent bas dans les tours. Et 1,5 litre, ça paraissait à la fois en termes, je pense, de conduite, mais aussi en termes de psychologie, simplement. Psychologie, quoi, tout clairement. à fait. Aujourd'hui, on a vraiment affaire à ce 2 litres 160. Le problème de ce moteur réellement, alors c'est couplé en bas, relativement, hein, ça reste un 2 litres, mais vraiment le réel problème de ce moteur, c'est que arrivé à haut régime, passer les 6000, il y a tout qui s'effondre et on s'ennuie finalement. On s'ennuie. On sent que la mécanique n'aime pas être cravachée à ces régimes-là, c'est pas fait pour. On arrive à monter le régime à 6007, 6008 je crois, alors qu'après préparation BBR, on monte jusqu'à quasiment 8000. Voilà, c'est ce côté rageur à haut régime qui nous manque. Et donc, ce qu'on va lui faire pour corriger ce problème, c'est ni plus ni moins que lui greffer un kit BBR Super 200. On ne présente plus les kits BBR, BBR étant un fabricant de pièces performance spécialisé MX5 en Angleterre. Ça fait 5 ans qu'on travaille avec eux, ça fait 5 ans qu'on installe leur kit, donc on commence un petit peu à les connaître maintenant. Sur cette voiture en particulier, donc, le kit BBR Super 200 va corriger vraiment ce défaut principal, donc c'est-à-dire en clair, nous permettre toujours d'avoir ce couple à bas régime qu'on va exacerber, donc on va vraiment améliorer encore un peu plus la courbe de couple, mais aussi et surtout, on va libérer ce moteur qui ne demande qu'à chanter dans les tours une fois qu'on a apporté des pièces qui vont bien et la cartographie qui va bien par-dessus. Dans l'idée, c'est un peu comme le 2 litres 184, on va garder le meilleur des deux mondes. Ce que tu viens de dire, donc le couple à bas régime et quand même le côté nerveux à haut régime. Absolument.
C'est vraiment ce qui lui manque. Et encore une fois, sur des voitures qui sont si abouties, si jolies, confortables et puis malgré tout efficaces. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la MX-5, depuis 30 ans, c'est un châssis. C'est vraiment une maniabilité à toute épreuve et ce même d'origine. Alors quand on met des pièces dessus, on n'en parle pas, hein. Clairement. Mais vraiment, voilà, il manque juste ce petit peps à ces voitures pour en faire vraiment des voitures vraiment sympathiques. Et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va appliquer comme traitement à cette magnifique RF. Et alors concrètement, qu'est-ce que c'est ce kit Super 200? Qu'est-ce qu'on va y faire à cette MX-5? On va lui remplacer ses arbres à cam, son collecteur d'échappement. Au niveau admission, on va lui rajouter une admission d'air frais qui va venir chercher l'air frais via une écope directement dans le pare-choc. Donc si je résume, on va libérer côté admission, côté échappement et surtout au niveau des arbres à cam. C'est ça. C'est vraiment les arbres à cam qui vont changer ce comportement de pâteau à haut régime, on va dire flemmard à haut régime, vers quelque chose qui acceptera de prendre des tours. Parce que même si le collecteur d'échappement est vraiment une restriction, que ce soit sur NC ou sur ND, et même ND 160, ND 184, il ne suffit pas de simplement enlever la restriction pour que ce moteur puisse remplir à haut régime. Non, là vraiment, les arbres à cam vont faire toute la différence. Mais ce qu'il faut dire, c'est que même si on remplace donc une pièce quand même, donc un interne, donc les arbres à cam, on ne fait aucun compromis. On est sur une magnifique NDRF, un petit roadster très sympa, très civilisé, très classe. On ne va pas le transformer en dragster capricieux qui va donner des à-coups, qui va être l'enfer à conduire. Non, on va simplement rehausser d'un cran vraiment le remplissage du moteur pour que le moteur puisse simplement donner tout ce qu'il peut, et ce à tous les régimes. En clair, le ralenti, il ne changera pas. On reste sur un ralenti parfaitement stable et parfaitement maîtrisé. Le couple à mi-régime va juste être rehaussé d'un cran. Donc on va avoir un peu plus de gouache sous la pédale quand on voudra, par exemple, faire des dépassements ou là où on avait l'habitude de rétrograder, là on pourra simplement écraser un peu plus sans avoir à changer de rapport. Et surtout, on va donc rajouter ce côté rageur à haut régime qu'on n'a pas du tout d'origine, mais encore une fois, sans aucun compromis. On est sur un roadster, on est sur une voiture qui ne va pas faire du circuit tous les week-ends, très clairement, mais qui pourrait, mais qui peut. Comme d'ailleurs l'AND 160 qu'on a préparé juste avant celle-ci, son propriétaire roule avec sur circuit, et si on en juge par son expression faciale quand il a récupéré sa voiture, il a déjà plus que validé la préparation. Ouais, très clairement, et pourtant c'est vraiment quelqu'un qui tape dedans très régulièrement, voir à quel point la différence de sensation était présente même pour, encore une fois, un aguerri des pistes et des circuits. Ça prouve que les chiffres, c'est une chose, mais vraiment, il faut l'essayer pour ressentir la différence que ça fait. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment, on rehausse le tout d'un cran sans pour autant enlever tout ce qui fait le charme de la MX-5 et l'homogénéité de ce modèle. En plus des arbres à cam, l'autre restriction du coup, c'est aussi l'échappement. C'est ça, le collecteur d'échappement en particulier, qui est vraiment une grosse restriction, que ce soit sur le 2 litres Duratec de l'ANC ou le Skyactiv sur l'AND. C'est la première chose qu'on change dès qu'on veut sortir un petit peu plus de performance de ces moteurs. Néanmoins, on ne touche pas au reste de la ligne d'échappement. Alors pareil, c'est une question qui revient assez régulièrement. Non, le bruit ne change pas drastiquement quand on installe ces kits. On va avoir un son un petit peu plus métallique à l'échappement, qui est clairement agréable, hein. Néanmoins, le volume sonore, pour peu qu'on n'ait pas touché au reste de la ligne d'échappement, ce qui est le cas pour le coup sur cette RF qui est full stock, le volume sonore n'augmente pas. Pour ceux qui auraient peur d'avoir un bourdonnement dans les oreilles à régime stabilisé, notamment quand on change les échappements sur les voitures, hein, on connaît tout ça, on est tous passés par là. Non, avec ce kit-là, comme on ne change que le collecteur, on n'a absolument pas ce problème. Et ceux qui voudraient par contre avoir une bande son un peu plus sympa et un peu plus sportive, on peut proposer l'ajout, en plus du kit, d'un silencieux BBR ou pour le coup une autre marque. Et donc dans les pièces qu'on change et ces restrictions, donc on a parlé des arbres à cam, on a parlé du collecteur d'échappement et enfin on a tout ce qui est côté admission. C'est ça. Sur ND 160, le kit ne propose pas de remplacement de filtre parce que l'élément filtrant n'est pas une restriction sur ce moteur. Néanmoins, on remplace avantageusement l'espèce de boa en plastique qui a d'origine, qui vient en fait récupérer l'air frais derrière le pare-choc, mais dans une zone qui est assez cloisonnée en termes de flux d'air. Là, on remplace cette pièce-là par un boa flexible qui vient être relié à une écope placée derrière la grille de pare-choc de façon totalement invisible et totalement discrète. Il faut vraiment se pencher dessous pour le voir, mais qui vient réellement récupérer de l'air frais dans le pare-choc. Sur une voiture, par exemple, qui va faire un col où on va taper dedans pendant de longues minutes, ou sur une session circuit de 20-30 minutes ou plus, le fait d'aspirer de l'air frais va quand même aider à garder des performances stables sur la durée. Et évidemment, après avoir changé toutes ces pièces, il va falloir passer par la case cartographie et banc. Effectivement, on passe par la case cartographie. Donc sur ND 160, on est toujours avec le logiciel EQTech qui permet de rentrer dans le calculateur d'origine
Donc sur cette préparation et globalement sur toutes les préparations BBR, on ne remplace pas le calculateur. Chaque reprogrammation est unique et propre à chaque véhicule. Et bien évidemment, toute cette reprogrammation est faite sur bande puissance afin de pouvoir fournir une feuille de résultat à son propriétaire. Évidemment. Bon bah tout ça, ça nous fait pas mal de travail. Hein. On va pas s'ennuyer. Ouais, clairement. Je te propose qu'on s'y mette. Allez, c'est parti. On est parti. Bon Maxime, on a déjà démonté pas mal de pièces. Ouais, on est à mi-chemin. Donc ce qu'on a fait tout d'abord, c'est qu'on a démonté évidemment tout ce qui est pare-choc face avant, puisqu'à la fin on va installer le bois d'admission. Tant qu'à faire, on le fait au début, ça évite de prendre des risques et d'abîmer les pièces. On a démonté tout ce qui est périphérique, tout ce qui est courroie d'accessoires, boîte à air, bac à batterie, etc. Tout ce qui vraiment nous empêche d'accéder au moteur. Et une fois qu'on a fini les périphériques, là on s'attaque vraiment au moteur. Donc la petite étape un peu importante, c'est le démontage de la poulie de vilebrequin, puisqu'elle est serrée à quelques centaines de newtons. Donc là, on est littéralement à deux dessus avec des baramines de 2 mètres pour pouvoir la débloquer. Et puis ensuite, donc cache-cul de but, carter avant, pour accéder enfin donc à la distribution et à tous les éléments qu'on voit sur cette table. Pour ensuite pouvoir enlever les arbres à cam. C'est ça, pour pouvoir remplacer les arbres à cam qui sont donc la pièce maîtresse de cette préparation. Donc on a les arbres à cam d'origine qui sont là, on va avoir notre chaîne de distri qu'on ne change pas, surtout à ces kilométrages-là, on n'a absolument pas besoin, on est à 30 000. Ouais, 30 000. Mais si elle avait 300 000, peut-être qu'on y réfléchirait. Mais... On est d'accord, on proposera à notre client, c'est sûr. Voilà, mais à ce moment-là, 30 000, on n'a pas besoin. Non, clairement. On va avoir donc la pompe à essence haute pression qui est entraînée par l'arbre à cam d'échappement à l'arrière du bloc. On va avoir nos poulies d'arbre à cam, donc avec le calage variable des arbres à cam, nos chapeaux d'arbre à cam bien évidemment, et puis après tous les accessoires de la distribution, c'est-à-dire les patins, le tendeur, tout un tas d'accessoires. Et en plus de tout ça, il a fallu aussi enlever le collecteur. Et le collecteur, pour l'enlever, il faut lever un petit peu le moteur parce qu'il rentre au chausse-pied, mais ça passe quand même. Exactement, exactement. On défait le support moteur droit, on tilte un petit peu le bloc sur la gauche et ça permet donc de sortir ce gros collecteur d'origine. Pareil, une pièce qu'on va changer pour une pièce plus performante ensuite. Et voilà donc notre collecteur BBR, donc 4 en 1 inox. Évidemment en version catalysée, on le voit bien là. Donc on est sur une section de catalyseur quand même beaucoup plus volumineuse que tous les catasports qu'on peut trouver dans le commerce. Oui, on est quasiment sur la même chose que l'origine. Absolument, et ça a son importance parce que comme on est sur une section large, les pertes de charge et donc en gros la restriction que va poser ce catalyseur sera moindre que si on avait un catalyseur plus dense et plus petit. Donc là vraiment BBR a bien travaillé son étude technique dans le sens où ils ont utilisé toute la place qu'il y avait de disponible dans la baie moteur pour caser le catalyseur le plus gros en diamètre et donc celui qui grèverait le moins possible les performances. À noter quand même que ce catalyseur n'est qu'un pré-catalyseur, d'accord, puisqu'on a le catalyseur principal qui se situe en partie centrale de la ligne d'échappement. Et c'est celui-là qui est censé faire vraiment la grosse partie du travail de dépollution. Celui-ci, la raison pour laquelle les constructeurs mettent des pré-cata maintenant directement en sortie de moteur, c'est parce que celui-ci va chauffer beaucoup plus vite que le catalyseur principal et donc permettre au moteur d'être dépollué beaucoup plus tôt et de ne pas attendre 10, 15, 20 minutes que toute la ligne d'échappement soit à température et qu'on commence seulement à ce moment-là à dépolluer. Et c'est pour ça qu'on a aussi le cold start qui monte haut dans les tours pour pouvoir chauffer plus rapidement. Absolument. Ouais, le bruit très typique des MX5 ND au démarrage où on a un gros bruit de casserole, on se demande un petit peu ce que c'est. C'est le calculateur qui va retarder l'allumage au maximum pour que la plus grosse partie de la combustion se produise dans l'échappement et vienne littéralement préchauffer notre catalyseur pour qu'il soit le plus vite possible opérationnel. Ensuite, quand on passe au tube, donc on a des primaires qui sont, on le voit quand même plus longs que les primaires d'origine, d'accord, en termes de longueur. On a un diamètre qui est bien évidemment largement majoré, hein, c'est très clair hein, quand on compare la taille de ces deux collecteurs. Et donc tout ça fait que ce nouveau collecteur va pouvoir laisser respirer notre moteur, à la fois à mi-régime, là où on va aller chercher plus de couple, mais aussi et surtout à haut régime, là où on a besoin de débit de gaz d'échappement, et là où vraiment celui d'origine devient une énorme restriction. On gagne en poids, hein, je commence à le sentir. Très clairement. La fonte par rapport à l'inox. Ouais, très clairement. Et surtout, on gagne en esthétique parce qu'on est sur une très très belle pièce. Ouais, clairement, c'est quand même beaucoup plus joli que ça. Donc voilà pour ces pièces-là. Et donc côté arbre à cam, on va avoir donc cette magnifique nouvelle pièce. En l'occurrence ici, un arbre à cam d'échappement.
Donc on a vraiment la différence entre une pièce de fonderie qui est ensuite rectifiée. On voit vraiment ce côté granuleux au niveau du métal ici. Là, on est sur quelque chose donc de taille et masse, usiné d'un bout à l'autre. Ça n'apporte rien, je dirais, côté performance. Ça va être plutôt côté solidité. Et encore qu'on n'a pas besoin d'avoir des arbres à cames plus solides dans l'absolu. Non, ce qui va vraiment nous intéresser par contre, c'est la forme des cames. C'est là vraiment la raison principale pour laquelle on change ces arbres à cames. Paradoxalement, quand on dit qu'on monte des arbres à cames performance, souvent dans le jargon on dit on monte des arbres plus pointus. Donc les gens se disent, plus on a une pointe acérée au bout de la came, plus l'arbre à cames est méchant. En fait, c'est tout le contraire. Voilà, en fait, c'est tout le contraire. Plus le profil de la came va être épais, donc au bout de la came, plus en fait notre soupape va rester ouverte plus longtemps. Donc non seulement on a une durée qui est augmentée, donc qui dit une soupape ouverte plus longtemps dit plus de mélange qui est admis ou recraché, ok, donc plus de performance à la sortie. Mais aussi, on va avoir la hauteur de la came qui va du coup dicter la distance sur laquelle la soupape va se déplacer. Et en clair, plus une soupape descend profond, dans une certaine limite bien sûr, plus l'air aura facilité à rentrer ou à sortir de la chambre de combustion. Et c'est ça qui fait globalement que le moteur va donc mieux remplir. Et ce, à tous les régimes, puisqu'en l'occurrence ici, on a augmenté à la fois la hauteur de la came, donc la distance d'ouverture de la soupape, mais aussi donc la durée. Et donc clairement, aujourd'hui, on se retrouve avec une paire d'arbres à cames qui va nous permettre à la fois de mieux remplir en bas, mais aussi de mieux remplir en haut. Donc c'est vraiment là que va se jouer le nouveau comportement du moteur, c'est vraiment sur le profil des cames. On pourrait toujours mettre plus extrême, une came avec encore plus de levée, encore plus de durée, mais là on tomberait dans des problèmes de croisement, on tomberait dans des problèmes de ralenti un petit peu capricieux. Alors c'est sympa à écouter, mais sur une voiture de ce calibre au quotidien, c'est pas ce qu'on cherche. Encore une fois, on est sur le meilleur des deux mondes, de la performance, mais quand même le confort est quelque chose d'utilisable au quotidien. C'est ça, et toute la subtilité qu'on est en droit d'attendre d'une NDRF de ce calibre. Et après avoir enlevé les arbres à cames, on a aussi enlevé les ressorts de soupape que tu as juste là. Absolument. Il faut savoir que quand on monte des arbres à cames plus agressifs que ceux d'origine, bien souvent, la force de rappel des ressorts d'origine n'est pas suffisante pour pouvoir ramener la soupape suffisamment vite pour garder un contrôle à chaque instant de la soupape. En clair, ce qu'on veut éviter quand on a une distribution qui fonctionne bien, c'est d'avoir ce qu'on appelle le phénomène d'affolement de soupape, c'est-à-dire une soupape qui va se décoller de son arbre à cames. Si on a ça, c'est un petit peu catastrophique parce que du coup, la came derrière vient marteler la soupape, ça vient faire la fleur et il y a tout qui casse. Donc pour éviter ça, il faut à chaque instant que la soupape reste collée à la came et pour ça, il faut que la force du ressort de rappel soit suffisante pour qu'au moment où la came va redescendre, la soupape puisse rester collée, d'accord ? Il se trouve que comme on a donc des arbres à cames plus agressifs, la force des ressorts de soupape, des soupapes d'échappement, en l'occurrence sur ce moteur, n'est pas suffisante pour garder un maintien de la soupape à chaque instant. Donc ce que fait BBR, c'est qu'ils nous fournissent des ressorts neufs, donc 8, qu'on va mettre à la place des ressorts d'admission. Et les ressorts d'admission, on les prend, on les enlève et on les met à la place des ressorts d'échappement parce qu'ils sont plus costauds d'origine que ceux d'échappement. Et on se retrouve du coup avec un setup qui permet d'aller chercher les 8000 tours, tout en gardant une parfaite maîtrise de toute la chaîne de distribution, et en l'occurrence, des soupapes. Et enlever, c'était pas une mince affaire. Non, ça c'est vraiment l'étape qui met à l'épreuve, on va dire, ta patience, parce qu'il faut vraiment prendre le temps de mettre en pression la soupape, enlever les coupelles, enlever les demi-lunes et remplacer ça. Et le truc, c'est que si ton outil rip, il y a tout qui s'envole. Il y a tout qui s'envole, ça part dans les méandres de l'atelier et là, bon, ça devient très compliqué à gérer. Et ben, ça nous fait pas mal de pièces à remonter maintenant. Ouais. Donc c'est quoi la suite, à part ce dont on vient de parler? On a donc les arbres à cames à remonter, recaler toute la distrie, remettre les caches, etc. Oui. Le collecteur. Absolument. Et après, qu'est-ce qu'on y fait? Et après, donc on remonte le bois. On remonte le bois, tout à fait, d'admission. On va monter aussi donc l'écope qui va avec le bois pour venir vraiment chercher cet air frais au niveau de l'entrée du pare-choc. Et ensuite, direction le banc, on commence à faire nos acquisitions, nos shoots, on peaufine et on finit par sortir les chiffres. Et voilà. On part en essai après. Et on part en essai. Ce qu'on attend tous. Bon, ça m'a l'air terminé tout ça. Où est-ce qu'on en est, Max? On voit le bout, ça y est. Donc on a remonté toute la distrie, les arbres à cames, collecteur d'échappement, admission, boa. Tout est remonté. On vient d'injecter notre base map dans le calculateur. Donc la base map, c'est le premier fichier qu'on injecte avant la cartographie. C'est ça.
pour rentrer les nouveaux paramètres dans le calculateur, pour l'informer qu'on a installé des nouvelles pièces. Et histoire déjà d'avoir quelque chose qui va démarrer correctement et qui va tourner à peu près correctement pour le premier démarrage, pour s'assurer qu'on n'a pas de fuite nulle part, pour purger le circuit de refroidissement puisqu'on l'a ouvert. Et une fois qu'on s'est assuré de tout ça, après on pourra donc réellement faire les réglages sur le banc et voir ce que ça sort. Mais là déjà on va faire le premier démarrage. On est parti. Alors là on a le collecteur qui fume un peu, ce qui est normal, vu qu'il est neuf, donc on a du gras qui est dessus. Donc là on se met tout de suite à 2000 tours minute, quelques dizaines de secondes, histoire d'aider justement le système de refroidissement à se purger, de s'assurer qu'on a de la pression d'huile bien de partout, que tout est parfaitement irrigué. Après un premier démarrage, c'est très important de faire ça pour éviter de tourner à sec à certains endroits, surtout pendant les premières secondes. Là écoute, a priori tout est bon, aucun voyant. La température monte tranquillement. On va laisser tourner ça jusqu'à ce que le thermostat d'eau s'ouvre, histoire de purger complètement le circuit. Une fois que ce sera fait, on coupe tout, on revérifie les niveaux, et si c'est bon, direction le banc. En tout cas, ça a l'air de tourner rond et tout a l'air de bien aller. C'est ça qui est génial avec ces moteurs et avec ces kits, c'est que tu as rarement de mauvaises surprises. On finit de purger tout ça et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Allez. Bon Maxime, on se retrouve sur le banc cette fois-ci. Ouais, la préparation mécanique est terminée. On a fait nos contrôles comme d'habitude, purge des circuits, tous les contrôles usuels avant passage au banc. On va commencer à faire des shoots, des acquisitions et puis on va affiner au fur et à mesure. Voilà, donc la carto, elle se fait pas en une fois. On a d'abord des premiers enregistrements, puis on affine après sur l'ordi et on recommence jusqu'à avoir un résultat parfait. Exactement, c'est plusieurs itérations et jusqu'au moment où on n'aura plus de gains au niveau des performances, là on sera bon et ce sera la cartographie finale. Ok, et ben reste plus qu'à s'y mettre. Allez, c'est parti. On est parti. Bon Maxime, cette session banc s'est très bien déroulée. Impeccable. Bah, tu vois, on vient de finir. On a les 4 derniers shoots ici. Ce qui est intéressant à voir, c'est, encore une fois, c'est la comparaison des chiffres. Hein, c'est toujours pareil. Et là, on voit clairement l'évolution au niveau des cartos, entre la première courbe en orange tout en bas, et petit à petit, la verte, puis la rouge, puis la jaune tout en haut, où là, on vient vraiment finir tout ce qui est nos avances à l'allumage, notamment au régime. Donc là, pour le coup, cette voiture était littéralement full stock en arrivant chez nous. Celle-ci a sorti 154 chevaux sur notre banc. Et donc, on est arrivé sur cet exemplaire à 181 chevaux et 209, quasiment 210 Nm. Donc, on est à un tout petit peu moins de 30 chevaux de gain pour un kit qui est donné par BBR pour plus 40 chevaux par rapport à ce que ça sort d'origine, ce qui est encore une fois parfaitement cohérent du fait qu'on ait une ligne d'origine. Donc, Oui, parce qu'on le dit toujours, mais les kits BBR, les chiffres qui sont donnés, c'est en étant full Decata. c'est ça. Donc on a une différence de 10 chevaux à peu près, mais qui est totalement normale. C'est ça, 10-12 chevaux, mais c'est comme toutes les ND qu'on fait, elles sortent exactement les mêmes perfs. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à aller voir encore une fois
Comment ça se traduit dans la réalité, puisque les chiffres ne racontent que la moitié de l'histoire, toujours pareil. C'est toujours pareil, surtout sur ces petites MX5, où on a vraiment les sensations qui jouent plus que les chiffres, hein, parce qu'au final, C'est ça. c'est pas avec 180 chevaux qu'on va faire rêver la terre entière, ça c'est sûr, mais c'est derrière les sensations au volant qu'on recherche. Parce que là, encore une fois, ce qu'on cherchait, c'était surtout du gain en haut, plus que simplement gagner des chevaux. C'est vraiment le feeling qu'on cherchait sur Et cette l'agrément, prépa. et le couple. Et le couple, vraiment, le couple, on aura le temps d'en parler juste après, mais on sent le couple vraiment qui arrive beaucoup plus tôt dans la plage de régime. Et c'est ça qui devient vraiment très agréable sur des petits coupés comme ça qui sont voués normalement à 90% de balade et 10% d'attaque un peu plus musclée, quoi. Ok, eh ben, on va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. On est parti. Bon Maxime, on se retrouve au volant cette fois de la ND, après avoir fait le banc. Donc on l'a dit, tout s'est bien passé, ça a sorti les chevaux escomptés. Et maintenant, le tout, c'est de voir comment ça se ressent au volant, parce que c'est surtout ça, même si on l'a déjà dit, le plus important et ce qu'on recherche avant tout quand on prépare une MX5. De manière générale, quand on possède une MX5, j'ai envie de te dire, parce que c'est des voitures qui, c'est réellement des machines à sensation, quoi. C'est pas forcément les plus pratiques, c'est pas forcément les plus spacieuses, ni puissantes, mais par contre, dès que tu es au volant, tu oublies tout ça. Ouais, clairement. Bon, sauf quand tu es derrière un semi-remorque qui nous rend fou. On n'a pas fait le bon choix. Depuis 10 minutes. Premier ressenti, brut de fonderie. Niveau volume sonore, on n'a absolument pas bougé de l'origine, hein. On a quand même ce petit son un peu plus métallique grâce au collecteur au 4 en 1 inox. Mais sinon, en termes de volume sonore et en termes de discrétion, on est sur du 100% origine. Pareil pour les sensations en termes de conduite coulée. Ouais. Comme d'habitude, hein, avec les préparations BBR. Si on tape pas dedans, on n'a aucune idée de la prépa qu'il y a sous le capot. Voilà. Tu la prêtes à quelqu'un qui ne sait pas qu'elle est préparée, il ne peut pas le savoir jusqu'à ce qu'il mette pied dedans. Donc là, tu vois, on est en train de cruiser, laisser chauffer la mécanique. On peut cruiser en 3, 4, 5 sans problème. Non, vraiment, voilà. On est encore une fois loin, très loin des préparations extrêmes avec des moteurs qui pourraient être capricieux. Non, c'est vraiment comme si Mazda l'avait sorti d'origine. Exactement. Ceux qui veulent des voitures extrêmes, on leur fait aussi, mais en tout cas sur tout ce qui est MX5, NCND principalement, on veut avant tout quelque chose d'homogène, qui soit performant, mais aussi parfaitement civilisé, parfaitement agréable à conduire, parce qu'on n'est pas tout le temps à taper dedans. Même si ça reste des petits cabriolets qui sont bien souvent une deuxième ou voire une troisième voiture dans le garage de leur propriétaire, ça reste une voiture qui va être utilisée pour faire de la balade, pour aller acheter le pain. Pour se faire plaisir, quoi. Voilà, pour se faire plaisir. Mais par contre, on met des kits BBR parce que quand on a envie de se faire un peu plus plaisir, on l'entend bien chanter. Hein, on peut aussi. Ouais. On peut aussi. Là où une ND 160 d'origine va prendre 6006, sachant que à partir de 5005, 5008, il n'y a plus grand chose. Là, on tire littéralement jusqu'à 8000. Dernière graduation du compte tour. Et ce, sur chaque rapport. Et là, on a de la longe, on a du couple plus bas dans le compte tour. Et puis voilà, on a une P-Max à 7000 tours. Donc là, on peut vraiment redécouvrir sa voiture. On a un nouveau moteur, quoi. Le plus flagrant sur ces ND 160, c'est vraiment le fait qu'on prend 1000-1500 tours de plus qu'on n'avait pas du tout au départ. Donc là, c'est une nouvelle zone qu'on découvre. Ça prend tout son sens d'aller tirer jusqu'à 7005, quasiment 8000, parce qu'on a encore tous les chevaux en haut, quoi. Le fun sur ces voitures-là, c'est tout en haut dans les tours. C'est ça. Quand on fait cracher la mécanique jusqu'au bout, c'est vraiment là où on a le plus de sensations au final. Sachant que tu vois, la zone rouge sur ND, elle démarre à 6005 pour un rupteur à 6006. Donc on reste sur sa fin, quoi. On reste sur sa fin. Moi, la première fois que j'ai passé une ND au banc, je me suis dit, il y a un problème. Vraiment, 6005, bam, ça a coupé. Et en fait, non. Et donc là, grâce à ces nouveaux arbres à cam, donc non seulement on a le couple en bas, donc là, le moteur remplit mieux. Hein, donc concrètement, à partir de 2005, le moteur, à chaque tour, va avaler plus d'air que sur un moteur d'origine. Donc nécessairement, on a plus de couple à la sortie. Mais surtout, ces arbres à cam vont continuer à remplir, et ce jusqu'à 7000, 7003, 7004. On a le meilleur des deux mondes, quoi, réellement.
tout en étant sur une fiabilité absolument équivalente à l'origine, puisque ces moteurs, on peut leur adjoindre un compresseur ou un turbo sans aucun problème. Donc quand on reste sur une préparation Atmo comme ça, à un peu moins de 200 chevaux, on est large de chez large. Ah, on est large de chez large. 250 chevaux d'un kit turbo compresseur. Voilà. Donc on a encore de quoi faire. Ouais. Et donc niveau fiabilité, on reste comme à l'origine. Niveau entretien, idem. On nous pose la question de temps en temps, est-ce qu'il faut changer bougie, bobine? Non, absolument pas. Il est bon de changer ces bougies quand même assez régulièrement, parce que ça va quand même jouer sur la performance à terme. Mais comme sur une voiture classique qui est d'origine. Mais voilà, exactement. Mais pas besoin de monter des bougies plus froides ou ce genre de choses. Ce qui veut dire que les propriétaires de MX-5 préparés en BBR peuvent très bien continuer d'aller chez Mazda ou leur garage de proximité pour faire un entretien classique. Aucun problème. Pareil, tout ce qui est freinage, l'origine convient parfaitement. Alors après, évidemment, si on veut se faire plaisir niveau freinage, avoir plus de mordant pour aller sur circuit par exemple, on peut passer ou sur des étriers plus gros ou déjà sur des plaquettes performance en gardant les freins d'origine. Tout à fait. Ça va déjà très bien. Ouais. Mais pour une utilisation comme celle-ci aura, c'est-à-dire balade du dimanche et se faire plaisir, les freins conviennent déjà très très bien. Ouais. Et au final, on a besoin de rien toucher d'autre que la prépa qu'on y a fait. Complètement. On n'en a pas forcément parlé, mais la prépa BBR sur MX-5 ND RF, elle a d'autant plus d'intérêt parce que la voiture elle est quand même un petit peu plus lourde, même si on n'a pas une différence qui est énorme. Mais c'est toujours ça de prix au final et on gagne encore un peu en rapport poids-puissance. Absolument. Et là je vais me faire tanner parce que je crois que c'est que 40 kg. Mais écoute, 40 kg c'est beaucoup. On va dire un mec qui fait du rallye que 40 kg c'est rien. Tu vois, on l'entend bien quand même. Passer les 6000 et C'est quelques, sympa quand même. on entend vraiment la motorisation qui passe sur un autre volume sonore. Ouais. Non mais honnêtement, les 1500 tours de plus, ça fait vraiment toute la différence, quoi. Sur un petit moteur comme ça, quand tu arrives à 6005, bam, rupteur, c'est frustrant. Bah, c'est d'ailleurs ce dont se plaignent tous les propriétaires de 2 litres 160. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont fait après la 184, dont on aura l'occasion de parler dans une prochaine préparation. Mais s'ils sont passés sur ce moteur-là, c'est pas pour rien. C'est que ce 2 litres 160, il est vraiment pas pensé pour une voiture sportive à la base. Ouais, ils ont pris un moteur de Mazda 3, ils l'ont mis dedans pour essayer de la vendre sur le marché américain et européen. Mais c'est pas du tout autour de ce moteur-là que la ND elle a été pensée, clairement. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'une 130, c'est justement parce que je voulais ce côté qui cherchait plus haut dans les tours et plus fun. Alors oui, j'ai beaucoup moins de couple forcément qu'une 2 litres. Forcément. J'ai pas l'autobloquant, il y a plein de choses que j'ai pas. Mais là, pour le coup, avec cette prépa, on a le meilleur des deux mondes, même si on l'a dit plein de fois, mais le couple en bas et toujours ce côté rageur et fun en haut. Et c'est déjà fun même sans aller chercher des vitesses hautes. Tu vas chercher ton 80, en sortie de péage, tu montes à 130, tu as déjà des bonnes sensations sans être hors limite au final. Absolument. Et c'est vraiment ça qui fait la qualité des MX-5 en général. Oui. Tu prends une M3 ou une M4 d'aujourd'hui, tu es à 200, tu sens rien. Tu sens rien. Tu as l'effet TGV, ça pousse, mais au final, tu as... Alors que ça, même à 100, à 100, 120, 130 déjà, pour peu que tu sois sur un truc un peu sinueux, tu te régales. Tu t'éclates. Même là, on est monté juste à 80 et c'est déjà fun, quoi. C'est déjà fun, absolument. Et la preuve, il y a plein de Porschistes qui passent de plus en plus sur MX-5, que ce soit NC ou ND, qui ont moins de chevaux, mais qui ont au final tout autant de fun, dans un budget plus raisonnable et avec un entretien limité. Donc c'est que vraiment ces voitures, elles peuvent plaire à tout le monde. Quelqu'un qui a eu des petites voitures toute sa vie ou même quelqu'un qui a eu des voitures beaucoup plus puissantes, au final tout le monde se régale en MX-5 et d'autant plus avec des prépas comme ça qui ajoutent ce petit quelque chose en plus qui manquait. Là tu vois, si je devais faire une petite critique, je dirais qu'il manque juste un silencieux, tu vois, pour sublimer la bande son. Un petit silencieux inox très sympa, que ce soit chez BBR ou autre d'ailleurs. Mais il manque juste ça. Et là, le problème c'est que quand tu commences à modifier après, tu t'arrêtes plus. Tu t'arrêtes plus, c'est terminé. Là, tu passes sur des combinés, voilà. ton silencieux et après tu es dans l'engrenage et c'est fini. Tu es dans la bulle. Dans la philosophie de cette voiture, donc, qui a un côté plus classe, élégante, juste dans cette configuration, ça va très très bien. Mais effectivement, si on veut une voiture qui est un peu plus
sensationnel, un peu plus modifié pour faire un peu de circuit de temps en temps. Effectivement, le petit silencieux, des petits amortisseurs qui vont bien et des barres anti-roulis, et on a un beau combo. On a déjà un truc qui va très bien, qui peut être très efficace. Très efficace, mais dans cette philosophie de cette voiture-là, en tout cas, ça se prête vraiment bien, je trouve, cette configuration-là. Bon, je crois que cet essai routier d'après prépa touche à sa fin. Ouais, ça confirme bien tout ce qu'on a dit déjà avant de préparer la voiture. C'est ce qu'on dit dans tous les cas à chaque préparation de ND 160. On ne les filme pas toutes évidemment, mais à chaque fois c'est le même ressenti. Hein. Ça ajoute pas de surprise, ce petit quelque chose qui manquait. Voilà, donc comme d'habitude c'est validé. Chaque fois que j'en essaye une après prépa, je me dis il faut vraiment que je m'en achète une. Le problème, c'est que si tu te dis ça à chaque fois que tu prépares une voiture, t'as pas fini, c'est clair. Si vous aussi, vous avez une MX5 ND, 160, mais pas que, 130, 184 ou même NC 1,8 2 litres, et que vous souhaitez vous aussi passer sur des kits BBR et augmenter au final le plaisir de conduite de votre MX5 et même la redécouvrir selon le moteur, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé. Toutes nos infos sont dans la description. Un grand merci au propriétaire de cette magnifique NDRF pour avoir traversé toute la France pour nous amener sa voiture. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il vient littéralement de l'autre bout de la France. Il vient littéralement de l'autre bout de la France. Il va venir demain la récupérer en avion. C'est ça. Et se faire un bon retour bien sympathique. Donc un grand merci à lui parce que c'est un très bel exemplaire, c'est un vrai bijou. Surtout avec ce covering bleu, avec ses reflets violets. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment très belle. On a pris beaucoup de plaisir à la préparer. Si vous avez des questions sur cette prépa, évidemment, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On répondra à tout le monde. Merci d'avance pour vos j'aime, partages, abonnements, commentaires, etc. Comme d'habitude, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Donc merci beaucoup pour ça. Encore merci à tous et on vous donne rendez-vous à la prochaine préparation. Ciao. Ciao. On est parti. Oh non, le fail.